Donc bonjour et bienvenue sur Boita. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir toutes les méthodes pour réussir dans l'audiovisuel, pour bien commencer, pour bien démarrer, pour se former. Vous verrez, j'ai réuni la plupart des choses, la plupart des conseils que j'ai pu recevoir pour tout simplement réussir dans ce milieu. Et donc je vous ai tout concentré dans une vidéo. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin. Je vous ai fait un petit guide pas à pas pour vraiment toutes les étapes indispensables pour si vous voulez réussir tout simplement dans l'audiovisuel. Et donc on va voir tout cela dans cette vidéo. Cette vidéo risque d'être assez longue et j'ai voulu justement qu'elle soit assez longue et j'ai pas voulu la couper en plusieurs vidéos pour justement vous faire une formation gratuite complète sur les méthodes pour réussir dans l'audiovisuel tout simplement. Voilà, donc préparez-vous, préparez de quoi écrire et on va être là pendant 30 minutes, je pense même peut-être un peu plus de 30 minutes parce que là j'ai prévu quand même pas mal de choses, j'ai je crois plus de 80 slides et on va tout simplement commencer dès maintenant. Alors, je vous ai fait donc un petit slide, les méthodes, enfin la méthode pour réussir dans l'audiovisuel. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a déjà au sommaire de cette vidéo? Déjà, on va commencer par définir son projet, puisque c'est super important de savoir vraiment précisément ce qu'on veut faire dans l'audiovisuel, puisque l'audiovisuel c'est très grand, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'audiovisuel, on peut travailler en télé, on peut travailler au cinéma, dans le web et tout. Il y a énormément de choses et donc on va voir précisément quel métier est-ce que vous voulez faire et on fera ça pas à pas. Je vous poserai des questions pour que vous définissiez en même temps que moi votre projet. Voilà. Ensuite on va voir au sommaire la deuxième partie, ce sera sur se former puisque c'est indispensable si on veut bien commencer et si on veut pas partir un peu n'importe où. Donc c'est indispensable de se former et on verra ça dans la deuxième partie. Ensuite en troisième partie on verra comment pratiquer, pourquoi c'est indispensable également de pratiquer puisque c'est vraiment la pratique qui vous fera apprendre la majorité des choses que vous saurez, qui vous donnera la majorité des connaissances que vous obtiendrez, pardon. Et donc voilà, c'est super important si vous voulez bien progresser. Et enfin, quatrième partie, on verra comment se faire connaître, puisque vous le savez sûrement, le cinéma, l'audiovisuel et le cinéma en particulier, eh bien, c'est un milieu assez fermé, comme on dit. C'est un milieu où il faut connaître du monde, où il faut faire son réseau. Et donc, on verra comment les bonnes manières de le faire et voilà, quelles sont les bonnes pratiques pour se faire connaître dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, de la télé, etc. Ça s'applique un peu à tous les milieux de l'audiovisuel. Et même en dehors de l'audiovisuel, j'ai envie de dire, mais on restera focus sur l'audiovisuel puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, bon programme, à chaque fois on définira un petit peu tous les aspects de ces 4 aspects, et puis voilà, on va voir, on va commencer tout de suite quoi. Voilà, alors on commence tout de suite par définir son projet, donc pourquoi c'est important de définir son projet? Déjà parce qu'il y a une multitude de possibilités dans l'audiovisuel, hein, comme je le disais. Il y a le cinéma, la télévision, le web maintenant, et puis il y a aussi des multitudes de métiers dans chacun de ces secteurs. Donc on peut très bien être réalisateur, mais on peut être aussi électro, ingé vision, cadreur. Voilà, ce sont des métiers super, différents les uns des autres, et donc c'est important de savoir vers quoi on veut aller. Bon, bien sûr, en général, ce sera une famille de métiers, hein. On va vouloir aller vers l'image, vers la mise en scène, etc. On va pas se dire « ouais, je veux être ce métier-là et pas autre chose », puisque on sait bien que l'audiovisuel, il faut adapter. Et si quelqu'un nous propose un poste qui est, par exemple, on veut être électro, mais si on nous propose un poste de cadreur, bon, voilà. Si en plus c'est payé, bien sûr que on pourra faire ce job de cadreur, hein. On n'est pas non plus focus juste sur un métier, il faut ouvrir son champ des possibles, mais c'est bien de savoir vers où l'on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et donc voilà. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu là, j'ai mis par exemple électro, ingé vision, bon cadreur vous devriez savoir, réalisateur aussi, mais si vous ne connaissez pas tous les termes, ne vous inquiétez pas,
dans cette formation, justement, on va voir et on va décortiquer un petit peu chacun de ces métiers. Donc, eh bien, on va définir ensemble le projet, votre projet. Donc, est-ce que ça vous dit de le faire ensemble dès maintenant? Eh bien, alors, si c'est oui, c'est parti. Donc, déjà, on va commencer par le cinéma. Hein. C'est, j'ai envie de dire, la plupart des personnes qui veulent travailler dans l'audiovisuel veulent aller au cinéma. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a d'autres univers, la télévision, le web maintenant, enfin, il y a d'autres univers. Donc, voilà, il n'y a pas que le cinéma. Mais, bien sûr, le cinéma, c'est une partie très importante de l'audiovisuel. Donc, alors, au cinéma, qu'est-ce qu'il y a comme département? Donc, il y a déjà le scénario. Donc, tout simplement, écrire le scénario, etc., etc. La production, ça va être tout ce qui est préparer le tournage, demander les autorisations de tournage, chercher aussi en accord avec le réalisateur, eh bien, des lieux de tournage, chercher les comédiens tout simplement, enfin voilà. Tout préparer, savoir quand est-ce que est dispo le comédien pour pouvoir tourner sa scène, quand est-ce qu'est dispo la salle pour pouvoir tourner dans cette salle, etc., etc., etc. Et puis donc la production c'est vraiment ce qui sert, c'est elle qui suit le film de A à Z, hein, puisque on entend production souvent la pré-production, mais il y a aussi la production, donc le tournage. La production a une importance dans le tournage, donc le producteur va être sur le tournage pour pallier à d'éventuels problèmes, on le verra, et puis il va aussi s'occuper de la post-prod et des livrables, donc de tout simplement ce qu'on envoie aux distributeurs pour que, ou aux exploitants de salles. En général, on passe pas des distributeurs qui envoient eux-mêmes le film à des exploitants de salles, et comme ça, ça c'est la production qui gère en fait tout le film de A à Z, que ce soit le financement, etc. Ensuite, donc, la déco, c'est tout simplement, voilà, s'occuper de qu'est-ce qu'on verra dans le film, en fait, parce qu'on voit les acteurs, bien entendu, mais on voit également plein d'objets, de meubles, de trucs comme ça. Eh bien, c'est de s'occuper, qu'est-ce qu'on voit, voilà, tout simplement. Et si jamais il y a des petits accessoires que les acteurs manipulent, c'est aussi dans ce département. Si jamais il y a tout simplement une pièce à recréer, c'est ce département qui s'en occupe. Et voilà, les possibilités sont multiples. Ensuite, la messe, donc la mise en scène, hein, MES, mise en scène, logique. C'est tout simplement, j'ai envie de dire, le nerf du tournage. C'est vraiment ce département qui va un peu diriger tous les autres départements, puisque ça va être eux qui vont s'occuper de la mise en scène, donc de la mise en image, et aussi donc ils vont diriger aussi bien les comédiens que les figurants, ils vont diriger, savoir où ils veulent la caméra, où ils veulent les lumières, etc., l'ambiance qu'il faut dans cette scène, ou dans le film en général, etc., etc. C'est, vous l'aurez compris, le département où il y a le réalisateur. Donc un département super important. Ensuite, extrêmement important également, c'est l'image, puisque sans image, on n'aurait pas de film. Donc voilà, c'est tout simplement aussi bien l'éclairage, donc les lumières, tout ça, et aussi le placement de caméra, avec les mouvements de caméra, qu'est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce qu'on voit, tout ce qui concerne le cadre et les lumières, voilà. Ensuite, on a le son, donc tout simplement prise de son, logique, hein, ça je pense qu'il n'y a pas tant besoin de détailler que ça. Et ensuite HMC, donc ça va être habillage, maquillage, coiffure, donc ça va être un département aussi très important, puisque eux vont être beaucoup aux côtés des comédiens, et ça va être tout simplement préparer les comédiens, ou même les figurants, hein, puisque si jamais si on tourne un film historique, il y aura beaucoup de costumes, il y aura peut-être aussi du maquillage, voilà, il y a pas mal de choses, donc voilà. Donc ça, HMC, c'est tout simplement, habillage, maquillage, coiffure, voilà, pour préparer les comédiens. Ensuite, on a également la post-production. Donc, la post-production, c'est tout simplement le montage, mais c'est également le mixage,
l'étalonnage, etc., etc. Hein, jusqu'au, en fait, c'est dès qu'on a fini le tournage, jusqu'à ce qu'on livre le PAT, non, pas le PAT d'ailleurs, PAD, parce que PAT c'est prêt à tourner, et PAD c'est prêt à diffuser, voilà, petite info, glissée comme ça. Voilà, donc la post-production c'est également un département super important, puisque sans eux, eh bien, on n'aurait pas le résultat final, on aurait juste des bouts de scène comme ça. Donc c'est vraiment eux qui vont tout mettre pour faire le film final. Donc ça va être de la fin du tournage jusqu'au livrable, donc jusqu'au PAD, prêt à diffuser. Voilà. Donc, alors, voilà. Quel est le département qui vous intéresse? Essayez de réfléchir. Je vous donne quelques minutes là pour réfléchir. Qu'est-ce que, en fonction de ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous intéresserait de faire au cinéma? Est-ce que c'est plus le scénario, la production, l'image, le montage, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Donc, prenez un petit moment pour réfléchir, voilà, pour voir un petit peu ce qui vous intéresse. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu une idée de quel département vous aimeriez intégrer dans une équipe de cinéma. Et donc nous, on va commencer par le scénario. Et le scénario, eh bien, ça va être tout simplement, on va voir chaque poste, en fait, dans chaque département. Enfin, les postes principaux, hein. Après, il y a des multitudes de postes, donc on va pas tous les faire, bien entendu, puisque sinon ça durerait 3 heures cette formation, donc voilà, on va voir les postes clés seulement. Ensuite, donc, le scénario, donc, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement écrire le scénario, mais il n'y a pas que le scénariste, hein. Il y a également le dialoguiste, donc, qui va aider le scénariste pour écrire des dialogues, voilà, il va se concentrer sur les dialogues, en fait, enfin, le dialoguiste. Et il peut également y avoir, je vous ai mis script doctor. J'avoue que je ne sais pas trop la traduction en français, comment on dit. En gros, du coup, le script doctor, c'est un scénariste qui a pas mal d'expérience et qui va relire le scénario pour donner des conseils sur ce scénario, pour dire « Ah, tu devrais modifier ça, tu devrais modifier ci, ah, tu devrais ça, il faudrait le faire avant, ah, ce personnage, je comprends pas trop à quoi il sert, cette scène, tu pourrais l'enlever, etc. etc. » Donc, voilà, en fait, c'est un scénariste qui va un peu trifouiller dans le scénario pour tout simplement donner des conseils, en fait, des feedbacks sur le scénario. Voilà. Alors, il n'est pas obligé d'y en avoir un tout le temps, hein, mais c'est bien d'en avoir un pour tout simplement avoir un feedback sur le scénario. Après, le scénariste, le dialoguiste, etc., ça peut être aussi le réalisateur, hein. Ça dépend de la grosseur de l'équipe, et il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un, ça peut être le réalisateur, ça dépend vraiment de chaque tournage, j'ai envie de dire, de chaque film. Voilà. Ensuite, on va aller voir le département de la production, qui est un département clé, hein, puisque sans eux, il n'y aurait pas de film, hein, puisque c'est vraiment eux qui préparent le film et qui suivent sa production de A à Z. Donc, bien sûr, il y a des producteurs. Donc, en général, il y a un producteur délégué, il y a un producteur exécutif. Il peut peut-être y avoir des fois des directeurs de prod. Donc, la différence entre ces trois producteurs, le producteur délégué, eh bien, ça va être un super directeur, en gros. C'est lui qui va être à l'origine du projet, normalement. C'est lui, en gros, qui va donner les instructions au producteur exécutif. Et le producteur exécutif, il va gérer, en gros, toutes les emmerdes qu'il y a du tournage. Il va essayer de trouver des financements, enfin, voilà. Régler un petit peu tout ce qui se passe pendant du tournage. Alors que le producteur délégué, bon, il peut gérer plusieurs projets en même temps. Et il est un peu là en mode, voilà, il est au-dessus du truc. Et puis, il regarde un peu que ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc, le directeur de production, en général, c'est quand il y a des tournages qui ne se passent pas dans le pays principal, des tournages à l'étranger. Donc, si jamais la maison de production est en France et qu'on va décider de tourner, par exemple, je sais pas, en Afrique, eh bien, le directeur de production va être, ça va être spécialisé, il va être spécialisé pour l'Afrique, et donc il va être engagé juste pour gérer le tournage en Afrique, pour gérer les autorisations, etc., gérer le transport aussi, enfin voilà, il va gérer un petit peu tout ce qui va se passer en Afrique, puisque il y a des choses, enfin il y a des réglementations spécifiques
à l'Afrique ou dans le pays en fait, et donc le directeur de production va gérer en fait spécifiquement ce qui se passe dans ce pays. Donc ensuite on va avoir un régisseur, donc en général on va avoir un régisseur général et puis on aura des régisseurs, un régisseur adjoint et puis d'autres régisseurs pour aider le régisseur général dans sa tâche. Et le régisseur, c'est tout simplement lui qui va s'occuper de toute la logistique du tournage. Donc, par exemple, typiquement, on le connaît souvent pour la nourriture, puisque c'est lui qui va s'occuper de la nourriture sur le tournage. On le connaît aussi parce que c'est lui qui va réserver les places de parking, par exemple, pour l'équipe technique ou pour le matériel même. C'est lui qui va gérer qui et comment le matériel arrive sur le lieu de tournage, qui va gérer le matériel, qui va le prendre à la location pour l'amener au lieu de tournage. Voilà, ça va être des choses comme ça. Il va aussi gérer tout ce qui est déplacement des comédiens, de l'équipe technique, etc. Et également tout ce qui est réservation de salles pour tourner, d'appartements, etc. Il va gérer tout ce genre de choses en fait logistiques. Voilà. Et bien sûr aider de son équipe. Donc ensuite on va voir le département déco, donc lui qui intervient également assez tôt en général puisque il prépare la décoration avant que l'équipe de tournage n'arrive, et comme ça c'est déjà fait en fait, il bosse en général avant que le tournage ne fasse, et c'est rare, enfin si, en général ils sont quand même là lors de tournage, mais ils n'ont plus grand chose à faire en tout cas. Donc, la déco, ça va être tout simplement créer ou même agencer, à partir de quelque chose qui existe déjà, tout l'arrière-plan que l'on voit et que l'on verra dans le film. Donc, voilà. Il y a plusieurs métiers, par exemple un ensemblier qui va plus s'occuper du gros œuvre, des meubles et tout. L'accessoiriste va plus s'occuper de petits objets pour agrémenter alors soit le décor en fond, soit aussi il va s'occuper de tout ce qui va être touché par les comédiens, où les comédiens vont interagir avec certains objets. Et bien l'accessoiriste s'occupera de tous ces objets. Et puis il y a également le décorateur qui va tout simplement donner une vision globale du truc et qui va un peu diriger aussi bien l'ensemblier que l'accessoiriste, etc. Voilà, après il peut y avoir aussi des métiers spécifiques, si jamais on a besoin d'armes à feu, etc. Il pourra y avoir des métiers spécifiques pour gérer ce genre d'objet, puisque vous vous en doutez que il ne faut pas prendre ce genre d'armes à la légère et qu'il faut bien que ce soit encadré. Donc voilà, même si c'est des armes à bleu ou à bleu, même si c'est des armes à blanc, voilà, il faut que ce soit quand même très encadré. Ensuite, on va voir l'équipe, donc Metz, la mise en scène. Donc la mise en scène, c'est tout simplement leur rôle de mettre en scène le film, de réfléchir aux intentions de réalisation. D'ailleurs, j'ai fait une faute, pardonnez-moi sur Là, c'est aux intentions, hein, avec un X et un S, pardonnez-moi. Et donc voilà, ils vont réfléchir à ce que veut transmettre le réalisateur dans son film en fait. Donc, est composé bien sûr du réalisateur qui va vraiment lui chapeauter tout le projet, que ce soit dès la pré-production avec le producteur pour tout simplement dire ce qu'il a envie, où est-ce qu'il a envie de tourner, pour faire des repérages, etc. Et puis même en post-production, il va également assister les monteurs pour donner vraiment sa vision du montage et sa vision finale du film. Enfin, il y a les assistants réalisateurs, donc il y a le premier assistant, le deuxième assistant réalisateur, le troisième assistant en général, enfin voilà, peut-être qu'il n'est pas là des fois, ça dépend des besoins. Donc, à quoi ils servent ces assistants? Donc le premier assistant, ça va être plus du conseil au réalisateur sur la mise en scène, sur tout cela. Et le deuxième assistant, ça va être un peu plus de la préparation, puisqu'il faut qu'il anticipe en fait les scènes que l'on tournera après, puisque les assistants réalisateurs ont la dure mission de faire respecter le timing, puisque chaque équipe dira « Ouais, mais on a besoin de 5 minutes supplémentaires pour faire une meilleure image ». Bah oui, mais tu les as pas, donc tant pis, ta meilleure image, tu la feras plus tard.
Donc vraiment, l'assistant réalisateur, en général, c'est le mec pas trop aimé. En tout cas, quand il fait bien son taf, il est pas trop aimé. Puisque bah, c'est tout simplement, c'est lui qui met la pression à tout le monde pour pouvoir finir dans les temps, en fait, tout simplement. Donc vraiment, GG à vous, tous les assistants réalisateurs, puisque vraiment, c'est épuisant. Pour l'avoir fait une ou deux fois, voilà. Et enfin, j'ai pas parlé du troisième assistant réalisateur qui va plus lui s'occuper de, eh bien, des figurants et de dire quand est-ce qu'il faut qu'ils rentrent, etc. En général, ils vont s'occuper de ça, les troisièmes assistants. Sachant que, bien entendu, deuxième et troisième vont aider le premier, etc. Dans ses tâches, hein, bien entendu. Après, ils se répartissent le travail en fonction des besoins de chaque film. Et enfin, super métier super important, c'est tout simplement le script. En général, c'est la script, puisque en général, c'est des filles. Voilà, le script, eh bien, va gérer tout ce qui est faux raccord. En gros, lui, dès qu'il y a un faux raccord, bon, il est là, il dit « Ah, ça, bah, tu peux pas le mettre là parce qu'il n'était pas là avant. Donc, il faut que tu fasses ça, 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 puisque avant, c'était pas comme ça. » Voilà. En gros, c'est vraiment lui qui a tout le scénario de A à Z et qui dit « Ah, ça, c'est pas logique, puisque par exemple, si jamais quelqu'un qui a un manteau qui sort d'une pièce, et bien, avec son manteau, et bien, quand il est dans la rue, il a son manteau. Si ça se trouve, du coup, la scène dehors, et bien, va être tournée avant, et donc, il faut penser, ah, mais il a son manteau dans la scène d'après, du coup, enfin, d'avant dans le scénario, et bien, il faut qu'il ait son manteau dans cette scène, et donc, et voilà. Ce sont des petites choses comme ça qui, en fait, peuvent faire d'énormes faux raccords, puisque, bah, vous le savez bien, on tourne pas toutes les séquences du film dans le même ordre, enfin, dans l'ordre du scénario, en tout cas. Donc, voilà, c'est très, très technique de savoir, de repérer en fait tous les faux raccords. Il va aussi repérer tout ce qui est, on voit des reflets et tout. Ça, il faut être super à l'affût sur ce genre de choses, puisque eh bien, c'est le rôle du script. Le rôle du script va être aussi de faire un pré-minutage. Donc en gros, il va prendre tout le script et il va se dire « Ah bah ça, cette scène, elle doit faire tant de minutes, cette scène, elle doit faire tant de minutes, et au final, tu auras un film de tant de minutes. » En général, voilà, il fait un pré-minutage avant, et ensuite, pendant le tournage, il va chronométrer chaque scène pour se dire « Ah, là, on a fait plus de temps que ce que j'avais prévu, donc ton film sera un peu plus long, ou alors là, il sera beaucoup moins long. » Ensuite, eh bien, tout simplement, on va voir l'équipe image, mon équipe de cœur, puisque c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans le cinéma, c'est l'équipe image. Donc là, je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps pour parler de mon équipe favorite. Alors, l'équipe image, ça va être tout simplement l'équipe la meilleure, puisque eh bien, sans eux, eh bien, on ne pourra pas faire de film. Voilà, ce sera un podcast à la limite, mais ce sera pas un film, puisqu'il n'y aura pas d'image. Voilà. Donc, je plaisante un petit peu, désolé à tous ceux qui font du son, de la production et tout, vous êtes aussi importants, mais bon. Donc, alors, l'équipe image, le but, ça va être de mettre en cadre et mettre en lumière le film. Donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est eux qui vont décider de la lumière, donc de l'ambiance visuelle du film, et ils vont décider aussi du cadrage, donc qu'est-ce que, par le cadrage, on peut suggérer aux spectateurs. Donc, dans cette équipe, on va retrouver à sa tête le chef opérateur. Donc, c'est vraiment lui qui va être le big boss, en fait, dans cette équipe. Il va beaucoup parler avec le réalisateur pour savoir les intentions du réalisateur d'un point de vue visuel. Donc, s'il veut inspirer telle ou telle émotion chez le spectateur, eh bien, ça va se traduire aussi grandement par le chef opérateur, donc par l'image, et donc le chef opérateur va essayer de concocter une belle image, une belle lumière déjà, et un beau cadrage pour eh bien, tout simplement suggérer ses émotions au spectateur.
On a également donc tout ce qui est cadreur, hein, voilà. Alors en général, cadreur, ça dépend, ça peut être quelqu'un dédié pour faire le cadre, ou alors, eh bien, ça peut être le chef opérateur. En général, les chefs opérateurs veulent bien, enfin, veulent cadrer. Des fois, ça peut même être le réalisateur. Ça dépend vraiment de l'entente qu'il y a dans le film, qui préfère cadrer en gros. Mais voilà. Après, il peut y avoir des cadreurs spécifiques, donc ça va être par exemple un steadicammer ou un opérateur grue ou de ce genre de choses parce que c'est du matériel et tout, c'est de la machinerie ce qu'on appelle, et donc eh bien ça va être important d'avoir quelqu'un qui sait utiliser ce genre de matériel. Voilà. Donc ensuite on a les électros avec à leur tête le chef électro qui vont tout simplement créer la lumière du chef opérateur, puisqu'on a vu que le chef opérateur dirigeait deux choses, et la lumière et le cadre. Donc donc le cadreur et surtout les assistants caméra vont être plutôt du point de vue cadre et du point de vue caméra, et les électros vont plutôt être du point de vue lumière et éclairage. Donc les électros avec à la tête le chef électro le chef électro va parler avec le chef opérateur pour savoir quelle est son intention sur la lumière et comment est-ce qu'il veut quelle ambiance est-ce qu'il veut. Et ensuite, de là, se découle quel projecteur est-ce qu'il va choisir, quels accessoires est-ce qu'ils vont mettre sur ces projecteurs, etc. etc. pour tout simplement créer l'ambiance lumineuse qu'il y aura dans le film. Et ensuite, il va déléguer donc l'installation des projecteurs et tout aux électros pour, voilà. Il les aidera bien entendu, hein, mais comme il ne peut pas tout faire tout seul, ou ça prendrait beaucoup trop de temps, donc il y a des électros pour tout simplement l'aider dans sa tâche. Ensuite, et dernier poste très important, ce sont les assistants caméra, avec en général un premier et un deuxième. Troisième assistant caméra, j'en ai rarement vu, mais ça peut arriver, je pense. En tout cas, assistant caméra, donc eux vont vraiment s'occuper de la caméra, puisque bien entendu, dans les films au cinéma, eh bien on va pas tourner juste avec une petite caméra DSLR, on va avoir énormément d'accessoires, et donc il faut installer tous ces accessoires sur la caméra, et puis il va falloir donc installer par exemple un retour vidéo pour le réalisateur, il faut installer aussi une bague de points pour eh bien, que le premier assistant caméra puisse faire le point, puisque c'est lui qui fait le point en général. Il faut de multiples retours et de multiples accessoires, et bien sûr une batterie pour alimenter tous ces accessoires. Enfin voilà, il y a énormément de choses en fait sur cette caméra, et le boîtier, ce qui enregistre vraiment, n'est qu'une infime partie par rapport à tous les accessoires qu'il peut y avoir. Donc voilà, je n'ai pas mis également, il y a la machinerie qui est également dans l'équipe image, et qui va s'occuper plutôt de tout ce qui est par exemple s'il faut installer une grue, s'il faut installer des rails de travelling, donc voilà, ça va être même trépied à la limite. Bon, en général c'est les assistants caméra qui le font, mais ça peut arriver que si jamais il y a un truc un peu exceptionnel qu'il faut installer, et bien que ce soit les machinaux, donc la machinerie, qui fassent ça. Pareil, s'il faut installer vraiment des choses spécifiques pour, par exemple, des accroches pour des projecteurs ou quoi, en général, ça va pas être trop les électros qui vont le faire, ça va plus être la machinerie, puisque eux vont être plus enfin voilà, ça va être leur job de faciliter aussi bien l'équipe électro que l'équipe caméra pour installer, voilà. Ça dépend des besoins du film. Donc voilà un petit peu pour l'équipe image. Ensuite on va passer au son. Donc voilà, également très important. Bon, je ne vais pas dire que c'est important pour tous les départements, hein, mais chaque département a son importance bien entendu, puisque sinon il n'existerait pas. Donc dans l'équipe son, il y aura... Donc c'est une équipe assez light, hein, en général. Il y a un ingé son, parfois un perchman en plus, des fois c'est la même personne, et il y a un compositeur qui n'est pas du tout sur le tournage, mais il me fallait du monde à marquer sur mon équipe son, donc voilà. En général, il y a un ingé son et un perchman grand maximum sur le tournage, des fois ils sont un seul,
Et parfois, il y a aussi un stagiaire son, enfin, voilà. Mais grand maximum, ils sont quoi? 3 à tout casser, ils sont vraiment très peu. Et le compositeur, bah, il va va composer les musiques du film. Donc ça, il va être en fait bah, en dehors du tournage, il va être en pré-production en général. Après, ça peut se faire en même temps que le tournage. Enfin voilà, ça dépend. En tout cas, ça se fait avant la post-production. Après, dans l'équipe son, mais il y a une équipe son aussi dans la post-production, donc avec le mixeur, tout ça, que je n'ai pas mis puisque j'ai mis dans l'équipe post-production. Voilà. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard. Donc ensuite, on va voir le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. On a bien sûr des habilleuses, des habilleuses et costumières, des maquilleuses et des coiffeuses. La différence entre habilleuse et costumière, ça va être en gros, costumière, ça va être elles qui vont créer le costume, qui vont créer tout ça, alors que les habilleuses vont juste être là pour aider en gros à mettre le costume. Des fois on a des costumes super compliqués à mettre, par exemple des robes de Louis XIV, des trucs comme ça, qui vont être très compliqués à mettre tout seul, donc il y a des habilleuses qui sont là pour aider à ce genre de choses. Voilà, et le but, bah, ça va être tout simplement de préparer les comédiens et les figurants à passer sur le plateau pour que bah, ça ressemble au mieux aux personnages qu'ils vont incarner. Voilà. Ensuite, on passe au département de la post-production, et ça, encore un département hyper important. Donc, post-production, ça va être leur but, tout simplement monter le film et le préparer pour sa diffusion. Donc, c'est eux qui vont préparer le PAD, donc prêt à diffuser, et le PAD en fait c'est le fichier final que l'on va livrer à des salles de cinéma, à des plateformes de streaming, etc. Et donc c'est eux qui vont préparer ce fichier terminé. Donc, il y a aussi bien entendu beaucoup de normes en fonction de, voilà, il faut le mettre en 4K, 2K, 4.2 de 10 bits, etc., etc., etc. Je ne vous énerve pas avec tout ce genre de jargon cinématographique propre à la post-prod. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe post-production? Il y a déjà le monteur, il y a également l'étalonneur. L'étalonneur qui peut être parfois le chef opérateur. Voilà, puisque bah, le chef opérateur, comme c'est lui qui s'occupe de l'image, eh bien, en général, il va aussi étalonner ce qu'il a fait. Il y a également le mixeur et il peut y avoir aussi un bruiteur. Voilà. Sachant que donc le mixeur, lui, il va gérer tout ce qui est, bah voilà, faire de l'ambiance et tout. Le bruiteur va remplacer des trucs qui n'ont pas été pris, par exemple, au tournage. Par exemple, typiquement des bruits de porte, ou alors créer carrément une ambiance. Si jamais on a des effets spéciaux où il tire avec un rayon laser, eh bien, il va falloir faire ce bruit, et donc ça va être le bruiteur qui va faire cela. Dans tous les projets, il n'y a pas forcément un bruiteur, mais parfois il y en a. En tout cas, un mixeur, oui, puisque c'est lui qui va vraiment ajuster le niveau des voix et bien ajuster aussi le fond sonore, puisque dans la plupart des films, enfin dans tous les films même, il y a un fond, un bruit de fond pour donner l'ambiance en fait du film. Voilà. Oui, également en phase de post-production, il va y avoir aussi les comédiens qui vont revenir pour en général eh bien, redoubler en fait leur propre voix. C'est un peu bizarre, mais ça se fait souvent, puisque parfois bah, y a un problème au son, il y a eu un problème sur le tournage et tout, on n'entend pas très bien les comédiens, donc voilà. En général, ils vont faire de ce qu'on appelle de la post-synchro, donc c'est tout simplement redoubler sur ce qu'ils ont fait, sur leur propre voix en fait, pour tout simplement avoir un son de meilleure qualité. Voilà, ça dépend. On ne fait pas ça sur toutes les scènes, mais sur certaines scènes, en général, il y en a besoin, et donc on le fait. Voilà. Après, bien entendu, tout cela sont sous la direction du réalisateur, hein, bien entendu, puisque c'est lui, finalement, qui va être responsable du film, et donc qui va suivre tout le film, même en phase de post-production. Donc je ne l'ai pas mis, mais bien entendu qu'il y est.
Ensuite, donc, on va voir tout ce qui se passe à la télé. Donc là, j'ai un peu moins détaillé, parce que, bon, voilà, il y a des postes qui, bien sûr, reviennent, qui étaient au cinéma et qui reviennent à la télé. Ce ne sera pas forcément les mêmes modes de travail, mais en gros, voilà, il y a des postes assez similaires. Donc à la télé, qu'est-ce qu'on va avoir? On va déjà avoir un réalisateur. Le réalisateur, c'est tout simplement celui qui va choisir les sources que l'on va afficher à l'antenne. Donc par exemple, si là on veut un grand angle, puisque le présentateur parle, eh bien on affiche, enfin c'est lui qui va switcher vers le grand angle, enfin vers le plan serré plutôt, je parlais. Si jamais on veut maintenant, puisque il y a l'invité qui va parler, on veut un plan assez large, et bien ça va être lui qui va mettre ce plan assez large. Il va aussi communiquer avec son équipe de cadreurs pour dire ah là j'aimerais bien un plan serré sur le présentateur, là j'aimerais bien que tu me prépares un plan large sur les deux invités, j'aimerais bien que tu fasses ceci, fais cela. Et puis il va dire aussi ah là t'es à l'antenne donc ne bouge plus, reste comme tu es à l'antenne, et ensuite bon bah tu sors de l'antenne, c'est bon, tu peux bouger ton cadre. On va avoir également une script hein, qui va pas, c'est pas exactement le même métier, mais en gros ça va être également suivre la continuité. Alors là c'est pas de l'histoire mais c'est de l'émission, donc elle va aider le réalisateur à savoir ce qui se passe ensuite. Elle va dire ah là normalement dans le script de l'émission, dans le scénario de l'émission, eh bien c'est telle personne qui va parler. Là attention prépare-toi, c'est telle chose qui va arriver. Attention là il y aura une entrée de tel personnage, donc prépare-toi pour cadrer cette entrée, etc. etc. Elle va vraiment aider le réalisateur pour faire en live en fait, et pas être surpris par ah qu'est-ce qui se passe. Bon bien sûr il peut y avoir des surprises, mais le but de la script c'est qu'il y ait le moins de surprises possible. Ensuite, on aura des machinistes plateau, donc qui vont installer les caméras, enfin tout ce dont il y a besoin, les éclairages, etc. On aura un ingé vision qui sera responsable en fait de la bonne conformité de chaque caméra. Donc il va régler un petit peu la colorimétrie de chaque caméra pour que ce soit conforme et qu'on n'ait pas une caméra qui sorte quelque chose de très très rouge et une autre caméra qui sorte quelque chose de très froid, de très bleu. Ce serait nul quoi. Enfin voilà, on verra qu'il y a une différence quoi. Donc voilà pour l'ingé vision. Ensuite, on a bien entendu des cadreurs et on peut avoir sur des grosses productions des responsables replay, notamment par exemple au foot, quand il y a besoin de faire des replays, des actions et tout, eh bien ça va être eux qui vont être derrière, enfin voilà, c'est enregistré, hein, tout ce qui est diffusé va être enregistré, et donc les responsables replay vont remettre exactement le bon timer pour, le bon timing pour bien capturer la bonne action en fait. Voilà. Et c'est eux qui vont dire ah il faut aller de tel truc à tel truc, et après tu coupes. Voilà. Ensuite, on va avoir aussi un responsable synthé. Donc, synthé, c'est tout simplement des bandeaux en fait qui apparaissent pour, je sais pas, présenter l'invité, présenter ce qui se passe maintenant, ce qui se passera après. Enfin voilà, c'est des petits messages en fait que l'on affiche pour tout simplement présenter quelque chose, enfin dire quelque chose au public. Donc le responsable synthé, c'est lui qui va lancer les synthés, préparer les synthés à la suite, voilà. C'est lui qui va gérer tout cela, voilà. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi d'autres postes, par exemple ceux qui comptent les points pour un jeu télévisé, enfin voilà. Il y aura d'autres postes, je vous ai listé les principaux, voilà. Ensuite, on va voir tout ce qui se passe sur Internet, hein. C'est un nouveau monde, mais il y a, ça fait quand même partie de l'audiovisuel, il y a beaucoup plus de demandes, c'est vraiment un secteur qui explose, donc voilà, notamment avec TikTok aussi maintenant, les formats changent, et donc on verra un petit peu tout ce qu'il y a à connaître sur les posts qu'il y a sur Internet. Donc, je vous ai fait par exemple le cas d'une réalisation de vidéos YouTube. Donc on aura en général un réalisateur, on aura un cadreur, on aura un ingé son,
un producteur aussi souvent, enfin ça dépend de la grosseur de la chaîne. On aura un monteur et on aura souvent un media maker. Donc c'est en gros, je sais pas trop comment l'exprimer en français, mais en tout cas ce sera lui qui va créer la miniature en fait de la vidéo. On peut aussi avoir un scénariste qui va, ou un script, celui qui va gérer le script de la vidéo. On peut avoir aussi celui qui va gérer les sous-titres. Enfin, oui, gérer les sous-titres donc de la vidéo, mais aussi gérer le titre de la vidéo et la description. Ça dépend. Des fois, c'est le responsable de la chaîne, des fois, pas du tout. Ça dépend vraiment. En général, le réalisateur, c'est le youtubeur. En général, les cadreurs, voilà, ça peut être des gens autres. Producteur, des fois il n'y en a pas. Enfin, en gros, monteur, des fois c'est le réalisateur, enfin c'est celui qui gère la chaîne. Ça dépend vraiment de la grosseur de l'équipe, de la grosseur de la chaîne. Donc voilà, moi je sais que là je suis tous les postes en fait. Je suis à tous les postes je fais tout ça en fait. C'est là, tout ça c'est moi. Donc voilà, il faut être polyvalent en général quand on est sur YouTube ou sur le web. Donc voilà tout sur les postes en fait qu'il y a dans l'audiovisuel et sur un petit peu avoir une vision claire de votre objectif en fait pour dans l'audiovisuel. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous savez un peu plus ce que vous voulez faire ou du moins vers quel département vous voulez aller et vers quel si c'est vers la télévision, le cinéma ou le web. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Maintenant, on passe à se former, puisque c'est super important de se former. Et donc, on verra ensemble quelles sont les bonnes manières de se former, quelles sont les mauvaises manières de se former. On verra, on voit ça tout de suite d'ailleurs. Alors, déjà, on commence par ma formation, c'est le BTS audiovisuel. Donc moi, je fais un BTS audiovisuel en images. J'en suis à ma 2e année quand sort cette vidéo. Voilà, si tu la regardes après, ce sera sûrement fini, puisque là, on est en fin de 2e année. Et donc, je suis en images, et voilà. Donc, je vais parler un petit peu du BTS audiovisuel. Alors, les avantages, ça va être que c'est assez pratique, hein. On va quand même relativement beaucoup toucher à la caméra. Bon, en soi, il y a beaucoup de théorie, mais il y a, disons, c'est 50-50 de pratique et de théorie, je dirais à peu près. Donc voilà, c'est sympa puisqu'on arrive quand même à toucher à la caméra. Et puis d'autres aux lumières, etc. hein, bien sûr, pas qu'à la caméra. C'est également très technique. Pourquoi je dis ça? Puisque en fait dès qu'on sort, on est vraiment technicien de l'audiovisuel. On va pas être trop artistique, bien qu'il y ait une part d'artistique bien entendu, mais voilà, on va quand même être assez pointu sur, voilà, on va savoir comment marche une caméra, qu'est-ce qu'un shutter, comment ça marche vraiment dans l'optique, les déformations chromatiques, les aberrations et tout, à quoi c'est dû et tout. On va vraiment s'y connaître assez pointilleusement sur ce genre de phénomène. Et pas que, hein, ce n'est que des exemples, hein, bien entendu. Donc voilà, et en plus, comme on se spécialise sur une option, donc image, montage, son, et puis production, donc ça ce sont les 4 options qui sont proposées par le BTS, et donc en fait ça nous permet de vraiment voir que ce qui nous intéresse, donc que l'image, que le son, que le montage, etc. etc. Aussi, il y a beaucoup de BTS qui sont en alternance, et ça, je trouve que c'est un point super important, puisque c'est vraiment trop bien, en fait, de pouvoir appliquer ce qu'on apprend en cours dans son entreprise, et en plus, on va pas se le cacher, on est payé, et on n'a pas à payer les frais de scolarité, donc ça, c'est un point assez sympa. Et ensuite, donc ça je l'ai dit, spécialisation dès la première année, donc en image, montage, son, production, et c'est tout. Voilà, donc ça c'est cool, la spécialisation. On perd pas 1 ou 2 ans à toucher à tout, alors qu'on sait que nous, c'est l'image qui nous intéresse, c'est pas du tout le montage, ou c'est pas le son. Au moins on est directement focus sur ce qui nous plaît.
Les inconvénients, c'est le diplôme est très difficile, hein, puisque là, dans ma promo, enfin l'année dernière, dans la promo, il y avait une personne sur, je crois, 30 élèves qui l'ont eu, juste en image, hein. Donc voilà, assez compliqué quand même, et puis voilà. Et ensuite, il y a aussi des cours qui sont pas forcément utiles. Je pense notamment à la physique, où bon bah c'est sympa de savoir comment sont diffractés les rayons, mais au final ça nous sert pas beaucoup. En fait, ça nous sert même quasiment pas. Donc vraiment il y a des cours inutiles et bah c'est quand même assez scolaire, hein. C'est un diplôme d'état, c'est assez scolaire, il faut bah, réviser, on a des contrôles et tout. Voilà. Donc ensuite, deuxième... Non, pardon, on n'a pas fait les débouchés avant. Donc débouchés, ça va être plus pour être donc technicien. Donc bon, pour les sons, ça va être ingé son. Pour l'image, ça va être plus chef op ou alors cadreur, hein, ou même électro. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et puis, les débouchés, ça va être aussi bien dans le cinéma que la télévision, que dans le web. C'est vraiment assez vaste, puisque finalement, on est technicien. Donc, qu'on soit au cinéma, à la télévision ou dans le web, au final, on fait à peu près la même chose. On connaît à peu près tous les milieux, j'ai envie de dire. On fait aussi bien du live que de la fiction ou que du reportage. Donc, on est assez polyvalent, en fait, quand on sort du BTS. En tout cas, je parle en images. Après, en son, j'imagine que c'est aussi la même chose. En montage, pareil. Et en production. En production, je pense que c'est plus axé quand même cinéma. Après, j'avoue que je pense que voilà, c'est possible de trouver d'autres voies. Voilà. Voilà donc pour les débouchés. Ensuite, on va parler des licences donc, de cinéma. L'avantage, les avantages, j'en ai mis qu'un seul. Ça va être qu'on va avoir un bon bagage cinématographique. Donc tout ce qui est culture du cinéma, de l'art, tout ça, c'est assez bien pour cela. Après, est-ce que vraiment ça nous sert? Pas forcément. Après, ça dépend de l'envie de chacun. Par exemple, pour être réalisateur, ça va être très important d'avoir un bon bagage cinématographique que va apporter la licence. Alors que si on veut être juste technicien, si on veut être électro, bon, un bagage cinématographique, bon, on va regarder 2-3 films chez nous et j'ai envie de dire, ça suffira. Bon, après, c'est bien d'avoir un bagage cinématographique pour avoir des références, des trucs comme ça, mais bon, si on veut juste être simple électro, c'est pas transcendant, hein, voilà. Par contre, si jamais on veut être chef-op, là, ça va être un peu plus intéressant d'avoir un bon bagage cinématographique, mais on sera du coup avec la licence un peu moins technique, et un chef-op doit être quand même assez technique, même s'il doit être artistique également. Donc voilà, il faut trouver la balance entre les deux. Les inconvénients, ça va être que ça va être quand même très théorique, hein. On va avoir des cours magistraux en amphi, et puis ça va être pas trop passionnant. Il y a 2-3 facs, pardon pour le micro, il y a 2-3 facs, je crois, qui proposent de faire de la pratique en fait, mais je crois qu'elles sont minimes, et puis en plus, je crois que c'est qu'en 3e année qu'on fait de la pratique, de mémoire, c'est ce que j'avais recherché, donc voilà. La licence, si on veut être réalisateur, c'est très bien, ou si on veut faire partie en tout cas de la mise en scène, c'est très bien. Si on veut plus être technicien, voilà, ce sera pas la meilleure des solutions. Ensuite, pour les débouchés, eh bien, ça va être pour être réalisateur, pour être critique aussi, c'est parfait. Ça, c'est très bien pour être critique. Et puis, si on veut faire partie de l'équipe mise en scène, ce dont j'ai parlé, en fait, tout simplement. Et ça va être plus pour le cinéma, hein. J'ai difficilement... Ouais, c'est compliqué d'aller dans la télévision, dans le web, j'ai l'impression, avec une licence. Voilà, je pense que c'est plus axé quand même cinéma, puisque la plupart ce sera des films qu'on verra, ce sera pas des émissions ou des trucs comme ça, donc ce sera plus axé cinéma, hein. Et d'ailleurs, la licence s'appelle licence de cinéma, ça s'appelle pas licence audiovisuelle, hein. Ensuite, on va voir également les écoles privées. Donc les écoles privées, les avantages, ça va être que ça va être en général très pratique.
donc on va beaucoup pratiquer. Il y a souvent des projets qui sont effectués chaque année. En général, c'est un projet par année. Voilà, en fin d'année en général. Après, ça dépend bien sûr de chaque école, puisque là, c'est vraiment chaque école qui fait un peu sa sauce à sa manière. Donc, faut bien se renseigner. En général, ils vont être généralistes en première et parfois deuxième année. Et ensuite, ils vont se spécialiser en un poste, en un département. Donc, image, montage, certains postes qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, ça permet en fait, c'est si jamais on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, qu'on veut travailler dans le cinéma, mais que, bon, on ne sait pas, on veut bien faire un peu de son, un peu d'image, un peu de trucs, et ben on se laisse 1 ou 2 ans pour toucher un peu à tout, et ensuite, en troisième année, on se spécialise vraiment sur une matière, un département, pour être un peu spécialisé en fait. Voilà. Et en général, autre avantage, c'est que le matériel va pouvoir être emprunté auprès de l'école. Ça c'est cool pour des projets perso, c'est plutôt sympa. Donc les inconvénients, ça va être que en général ça va être assez coûteux, hein, et que il y a quand même pas mal d'élèves. Après ça dépend de l'école, faut bien se renseigner sur combien on est par promo et tout. Des fois ça va être beaucoup de par promo et un matériel qui n'est pas trop suffisant en fait pour le nombre d'élèves. Les écoles privées disent oui on accepte tout le monde, sauf que ils ont pas le matériel qui suit derrière. Donc voilà. Et parfois, le matériel est un peu daté. Ils l'ont acheté il y a 10 ans et puis ils ne sont pas trouvé bon de racheter du matériel entre-temps. Ils se sont dit, ça suffit et ça va nous tenir 10 ans. Bah ouais, sauf que le matériel, il périme à un moment. Donc même si la caméra en soi n'est pas cassée, c'est pas des caméras que tu retrouveras forcément sur des tournages vraiment produits et tout. Donc voilà. Après, ça dépend vraiment de l'école, hein. Je veux pas dire que toutes les écoles sont comme ça, mais de ce que j'entends, la plupart des écoles, voilà, il y a du matériel daté et les caméras, voilà, ils ont des réticences à te prêter les caméras. Parfois, ils disent ouais, mais en deuxième année, on te prête seulement parce que en première année, tu sais pas le faire. En soi, c'est vrai, mais pas pour tout le monde, donc voilà. Et puis voilà, le matériel qui est souvent daté, voilà, de ce que j'ai entendu. Donc voilà pour les inconvénients. Pour les débouchés, ça va être en général un peu tous les métiers du cinéma, mais ça va être vraiment plus axé cinéma, hein. Des écoles privées sur la télévision, j'avoue, j'en ai pas trop vu, hein. Et après, pour le web, ça va être plus être des écoles privées, mais spécialisées dans réseaux sociaux, community management, tout ça. Ça va pas être des écoles d'audiovisuel vraiment. Donc voilà, et puis ça va être un peu tous les métiers du cinéma, parce que en général ils ont une filière réalisation, ils ont une filière image, montage, etc. Ils ont plusieurs filières, et donc on peut un peu choisir la filière qui nous plaît, quoi. Voilà, donc maintenant on passe aux écoles publiques. Donc par école publique, j'entends par exemple Louis Lumière ou La Fémis, c'est vraiment les deux qu'on entend à chaque fois, hein. Et donc l'avantage de ces écoles, c'est que il y a une reconnaissance de l'école dans le milieu. Tout le monde connaît dans le milieu Louis Lumière, La Fémis. Tu entends ça, tu sais exactement qu'est-ce que c'est. Vraiment, tu sais d'où il vient, tu sais que le mec c'est un crack. Ensuite, on peut bénéficier du carnet d'adresse de l'école, puisqu'elle est extrêmement connue. Enfin, les deux écoles sont extrêmement connues, donc ils ont un carnet d'adresse assez fourni. De mémoire, non, de ce que j'ai entendu, il y a du bon matériel, et puis il y a également de bons enseignants qui sont également, qui travaillent dans le milieu. Donc voilà, de ce que j'ai entendu. Après, bien entendu, il faut bien tomber et tout, mais voilà. Ensuite, les inconvénients, ça va être quand même très sélectif. Voilà, il y a très peu d'élus. Je crois qu'ils sont 20 par promo pour je sais pas combien de candidatures, plus de 1000 candidatures, je crois. Donc voilà, très sélectif. Il faut avoir un bon dossier. Et en plus, ce n'est accessible que Bac plus 2. Enfin, ça, je crois que c'est pour la Fémis. Et pour l'Ulumière, je crois que c'est accessible dès le bac. Ou alors c'est l'inverse.
De mémoire, il y en a une qui est accessible dès le bac. Mais bon, voilà, ils veulent quand même que tu aies une certaine maturité. Et donc voilà, en général, c'est 3 ans, je crois, les deux écoles. Et donc ça va t'amener à un bac plus 5. Voilà. Puisque bah, tu entres à bac plus 2, plus 3, ça fait plus 5. Voilà. Pour les débouchés, bah, ça va être aussi un peu tous les métiers, puisqu'ils ont différentes sections, réalisation, etc. Et ça va être plus axé cinéma, hein, puisque ce sont des écoles de cinéma vraiment. Ensuite, si tu veux te former, il y a également Internet. C'est un outil magnifique pour ça, puisque eh bien, tu peux vraiment tout apprendre sur Internet. C'est incroyable, c'est trop bien. Donc, les avantages, c'est vraiment, tu peux apprendre à ton rythme, tu peux travailler le soir, le matin, tu peux vraiment faire ton propre emploi du temps, et ça, c'est trop cool. Tu peux travailler depuis chez toi, t'es pas obligé d'aller à une école et tout, à te lever à je sais pas quelle heure du mat. Non, là tu travailles depuis chez toi et en plus c'est bah, quasiment gratuit. Je dis quasiment pourquoi? Parce que bah, tu peux aller sur YouTube pour avoir des trucs gratuits, mais souvent c'est bien de prendre aussi des formations donc payantes puisque c'est plus structuré et tout. Donc voilà, des fois, eh bien, bah, tu dois un peu payer, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que des écoles enfin des écoles privées en tout cas, qui sont à plus de 8 000 € l'année, alors que là, bon, bah, si tu veux une bonne formation, tu débourseras quoi? 1 000 € grand maximum si tu prends une ou deux formations. Voilà, c'est vraiment quasiment rien par rapport aux écoles privées. Donc, pardon, je suis revenu en arrière. Les inconvénients, par contre, ça va être ton matériel. Si tu veux pratiquer, bah, ce sera ton matériel et il faudra l'acheter. Donc ça peut aller vite, être coûteux. Les contacts, il va falloir que tu les fasses tout seul, mais c'est pas impossible. Je te dirai dans la 4e partie de cette vidéo, eh bien, comment les faire, même tout seul. C'est pas impossible. Et aussi, bah, il va falloir te motiver, hein, parce que bah, là, il y aura personne qui te dira « Ouais, il faut que tu travailles, ouais, il faut que tu ailles en cours, ouais, il faut que tu fasses ceci, ouais, il faut que tu fasses cela. » Il faut que tu trouves la motivation, il faut que tu ailles chercher, et personne ne viendra te donner, en fait, tout cela. Mais par contre, si tu trouves la motivation, c'est vraiment top, puisque, bah, en fait, tu auras un avantage par rapport à ceux qui rentrent dans des écoles de cinéma. En général, ils pensent que tout leur sera donné bah, comme ça. Et en fait, bah non, puisqu'il y a aussi un travail personnel à faire. Et il faut bien sûr s'investir, faire des projets et tout. Et si tu es capable de faire ça, donc et si tu apprends tout seul, c'est vraiment beaucoup plus formateur que des écoles. Après, les écoles, bien sûr, te donneront bah, des contacts, te donneront du matériel et tout, enfin, te prêteront du matériel pendant la période où tu es à l'école, et voilà. Mais à part ça, franchement, l'école n'a pas beaucoup d'avantages en plus. Donc, les débouchés, bah là, c'est vraiment tout ce que tu veux faire, puisque c'est toi qui fais ta propre formation, finalement, donc c'est vraiment toi qui décides si tu veux aller dans le cinéma, dans le web, dans la télé. Tu peux vraiment tout décider, enfin, si tu veux te former sur tel ou tel truc, tu décides de ta formation. Et j'ai mis même télé, puisque télé, j'ai l'impression que des formations sur la télé, c'est un peu plus obscur, c'est un peu plus compliqué de... J'ai l'impression que voilà, il y a moins de gens qui parlent du métier à la télé et tout. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué en fait de trouver des formations pour se former sur les métiers qu'il existe à la télé. Donc maintenant, je t'ai réuni 2-3 conseils pour choisir ta formation idéale, puisque bien sûr, toutes ces formations existent, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il y a des avantages comme des inconvénients, comme je l'ai montré dans ces slides, et bah, ce sera à toi de voir la formation qui te sera le plus bénéfique pour toi, pour ta personne, et ce ne sera pas le cas pour toutes les personnes. Donc voilà, les conseils, donc ça va être déjà acheter une formation en ligne, que tu sois en école ou quoi, je pense que sincèrement,
acheter une formation en ligne, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que, bah déjà, bon, c'est plus cher que d'aller chercher sur Internet et tout, mais en tout cas, c'est rentable. Moi, je sais que j'en ai acheté 2 ou 3, je crois, et franchement, c'est super rentable. Tu apprends beaucoup plus et beaucoup plus de choses, et puis, enfin voilà, c'est quelque chose. Ça convient peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que j'apprends super bien et au moins, j'apprends à mon rythme. Si je veux aller super vite sur des sujets que je connais, bon, bah, au moins, ça me fait réviser. Si je veux aller un peu moins vite et reprendre 2-3 vidéos, c'est possible aussi. Et donc, c'est vraiment très cool. C'est également plus structuré, par exemple, que des vidéos YouTube. Donc, ça, c'est très très cool. Et enfin, souvent, il y a un accompagnement qui est fait. Donc, bah, que ce soit par un Discord, par exemple, ou un groupe Facebook, ou des trucs comme ça. En général, c'est mis en place. Ça dépend, après, il faut voir en fonction de la formation. Et en général, on va aussi plus dans le détail que dans de simples vidéos YouTube. On rentre un peu plus dans le détail de chaque terme technique, en fait. Et pourquoi je dis que c'est plus important, enfin c'est quand même bien d'acheter une formation en ligne en plus de si on a une école. Bon, si on a une école privée et qu'en plus il faut acheter une formation en ligne qui est chère, bon ça revient peut-être un peu cher, mais franchement je pense que c'est quand même bénéfique puisque, enfin moi je sais que personnellement, pardon. Personnellement, moi je sais que j'ai appris beaucoup plus en regardant des vidéos YouTube et en regardant des formations justement, puisque l'école c'est bien, mais il y a déjà parfois les connaissances sont un peu datées et parfois bah, on voit pas forcément tout quoi. Une école c'est pas forcément, enfin ne t'apportera pas forcément tout. Du coup je pense que c'est bien d'acheter, enfin de voir différents points de vue. Et qu'on ait, bah, par exemple, le point de vue de l'école, de l'intervenant qu'on a à l'école, le point de vue de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, ou le point de vue d'un formateur en ligne. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs points de vue pour vraiment se construire, et bien, tout simplement, et construire ses connaissances. Je trouve que c'est super bien de varier un petit peu les différentes enfin, les sources d'apprentissage, puisque comme ça, bah, au moins, tu seras assez varié et au moins, tu n'oublieras pas de connaissances. Enfin, tu as moins de chances de louper 2-3 informations, quoi. Voilà pourquoi. Donc, des formations que j'ai à recommander, à conseiller. Donc, déjà, c'est Full Time Filmmaker. C'est en anglais, mais franchement, c'est la meilleure formation anglophone de tout. C'est vraiment trop bien. Alors, eux sont vraiment beaucoup plus axés vidéastes, donc vraiment pour tourner pas des clips, mais des vidéos pour des entreprises ou des interviews ou ce genre de choses. Pas trop dans tout ce qui est équipe cinéma et tout. En général, ils tournent tout seuls. Ou à 2-3 personnes grand maximum. Donc voilà, c'est une équipe, hein, full-time filmmaker. Et voilà. Charles Schill également, très bonne formation. Il a une formation sur le montage et une formation sur le cadrage, enfin l'image quoi. Et un peu de son, je crois qu'il parle. Je suis pas sûr ça, mais je crois que oui. En tout cas, lui aussi c'est un vidéaste, donc il parle également de beaucoup plus pour créer pour des produits pour des entreprises en fait, enfin des vidéos pour des entreprises. Et il y a également Grain, une bonne formation qui est également aussi vidéaste. Enfin voilà, ces trois formations, c'est des vidéastes, donc ce sera plus voilà, pour créer des vidéos pour des entreprises, pour du web et tout, plus trop dans la télévision ou que ce soit aussi au cinéma. Voilou. Donc voilà, ensuite on va avoir donc pour pardon, j'ai perdu le fil. Donc pour les conseils, on va avoir également des tournages bénévoles. Ça c'est super important. Je vous en parlerai un peu plus dans la partie pratique, puisque ça commence à être pratique. Mais pour moi, c'est super important d'aller sur des tournages bénévoles, surtout si tu ne fais pas d'école en fait. Donc voilà.
tu peux aller sur cinéaste.org, et voilà, donc ça c'est un site vraiment qui te permet de recevoir des annonces de tournage bénévoles, et donc ces tournages, ça permet vraiment de réseauter, ça permet d'avoir parfois, des projets assez cool. Donc parfois les projets sont pas hyper intéressants, mais des fois tu peux tomber sur des projets très 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 cool. Donc voilà, après ça dépend vraiment de quand tu tombes, et voilà. Après, autre conseil, c'est vraiment n'oubliez le diplôme. Oubliez vraiment le diplôme. Le diplôme ne sert à rien. J'ai vraiment envie que vous reteniez, si vous devez retenir une seule chose de cette partie, c'est vraiment le diplôme ne sert à rien. Si jamais vous voulez choisir une formation, ne choisissez pas en fonction du diplôme. Le diplôme, c'est qu'un bout de papier, ce ne sera pas du tout demandé par vos futurs employeurs, que ce soit une maison de production pour le cinéma, ou que ce soit une chaîne de télévision, ou même un YouTuber par exemple. Ce ne sera pas demandé pour votre entretien en fait. Ce sera juste, ce qu'on vous demandera, ce sera juste votre book. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un book, c'est tout simplement toutes vos réalisations regroupées en un seul endroit. Et donc voilà, ce sera vos projets, vos réalisations, un CV aussi, disant ce que vous avez fait, vous présentant et tout. Mais c'est tout. Et puis, ce qui vous aidera énormément aussi à trouver du taf, c'est tout simplement le réseau. J'en parle souvent et c'est super important d'avoir des contacts dans le milieu pour avoir des projets en fait, tout simplement. Voilà, donc le diplôme, oubliez-le, ça ne sert à rien. Donc ensuite, on passe à la troisième partie, donc partie pratiquer. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est important de pratiquer? Puisque, voilà, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on devient meilleur dans le cinéma. J'ai essayé de faire un petit schéma assez clair. Donc, déjà, on commence par acquérir des connaissances. Soit en allant dans une école privée, publique, peu importe, soit en regardant des vidéos YouTube, peu importe comment, on acquiert des connaissances. Ça, c'est la base. Ensuite, on va pratiquer. On va commencer à pratiquer, et c'est important de pratiquer. On va commencer à faire des petits projets, des petites réalisations et tout, à droite, à gauche, et voilà. Ensuite, on va, des projets qu'on a réalisés, on va recevoir des conseils, puisqu'on va le montrer à telle ou telle personne qui s'y connaît peut-être un peu plus que nous, et qui va nous dire « Ah, ça c'est bien, sauf que ça, je l'aurais fait un peu plus comme ça, ou ça c'est bien, mais tu devrais faire plus comme ça, puisque ça c'est mieux. » Voilà. Voilà, 2-3 conseils. Ça peut être aussi donné sur le tournage directement. Si tu tournes avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté que toi, eh bien, il va te donner des conseils. Ah tiens, tu sais, tu peux... il va te donner aussi peut-être des tips, tu vois. Ah, tu pourrais mettre le shutter à tel truc, puisque ça permet de faire ceci. Voilà, ça dépend. Enfin voilà, c'est très bien en fait. Voilà, en général, on se donne des petits conseils à droite, à gauche. Donc ces conseils vont renforcer en fait tes connaissances, puisque bah, voilà, tu sauras que maintenant, si tu veux faire cet effet, il faut faire ce truc-là. Ok? Donc, ces connaissances que tu vas réutiliser pour la pratique. On boucle la boucle. Et ensuite, il y a également, quand tu pratiques, eh bien, tu vas faire des erreurs, tu vas te rendre compte, ou alors d'autres vont te dire que tu as fait des erreurs. Ah, ça, tu as mal pris le son, ou ah, ça, tu as mal cadré. C'est moche, en fait, comment tu as cadré. Donc, eh bien, tu apprendras, en fait, de ces erreurs, et c'est super important de faire des erreurs, puisque après, ça va te faire gagner en expérience. Et l'expérience, eh bien, c'est tout simplement super bien, parce que comme ça, en fait, dès que, par exemple, tu voudras installer ton matériel et tout, eh bien, tu sauras que, ah non, il faut pas que je me mette dans cet angle de vue, parce que là, avec ce truc, eh ben, ça va être moche, ou alors, j'aurai pas assez de recul, ou j'aurai pas ceci, j'aurai pas cela. Donc, voilà, tu sauras directement, avant même d'installer tout ton matériel, que il faut pas te mettre dans telle ou telle situation. Voilà. Donc, l'expérience et les connaissances, ça va vraiment t'aider pour pratiquer et pour tout simplement t'améliorer et avoir de meilleures vidéos. Et donc, c'est pour moi seulement en pratiquant que tu vas pouvoir t'améliorer.
Donc là, je vous ai fait une petite question. Quelle est la différence selon vous entre ces deux personnes? Donc on a la personne A qui a fait 5 ans d'études, elle a dans une grande école, mais qui n'a par contre jamais touché une caméra de sa vie. Et la personne B, elle fait plein de projets, hein. Elle sort filmer tout le temps, tous les week-ends, elle est en train de filmer. Par contre, elle n'a fait aucune école, elle ne connaît pas, pratiquement rien en fait en théorie. Elle a juste fait plein de projets. Donc, selon vous, quelle est de ces deux personnes, quelle est la meilleure, quelle est la personne qui se débrouille le mieux en vidéo? Eh bien, ça va être tout simplement la personne A. Non, la personne B. Pourquoi? Puisque la personne A, elle a beaucoup de connaissances. Par contre, elle a pas de pratique. Donc là, ça, on raye. Du coup, ça veut dire qu'elle n'a pas reçu de conseils, elle n'a pas fait des erreurs. Et donc, elle n'a ni expérience et ni pratique. Donc, ça veut dire qu'elle a juste ses connaissances. Elle sait parfaitement sur le bout des doigts qu'il faut appliquer la règle des tiers, qu'il faut appliquer, faire une lumière 3 points et tout. Sauf que tu lui demandes de faire une lumière 3 points, elle ne saura pas quel type de projecteur utiliser, où placer ses lumières, elle ne saura pas installer les projecteurs et elle fera plein d'erreurs dues au fait que elle n'a jamais pratiqué, elle n'a jamais d'expérience. Alors que la personne B, eh bien, elle a pratiqué, elle a reçu des conseils, elle a fait des erreurs, et donc elle a de l'expérience, et donc là, tout est coché, elle connaît quasiment tout. Après, elle peut toujours se perfectionner, bien entendu, mais si elle pratique encore plus, elle est sur le bon chemin pour pour être parfaite dans son domaine. Donc, voilà. Ensuite, il y a deux manières de pratiquer selon moi. Donc, il y a déjà les projets personnels et il y a également des projets bénévoles. Donc, projets personnels. Les projets personnels, ça va être bien, sauf que on aura besoin de motivation, on aura aussi besoin d'inspiration, puisque voilà, il faut savoir quoi filmer, hein. Ça va pas t'auras pas une illumination, t'auras rarement une illumination de ah tiens, je vais filmer ça. Ça marche pas comme ça en général. Par contre, c'est très formateur puisque c'est toi qui prends la caméra et c'est toi qui va vraiment filmer et tout. Et après, tu regarderas ton résultat, tu le partageras autour de toi, tu obtiendras des feedbacks et tout, et tu sauras exactement ce qu'il faut que tu améliores sur tel ou tel point. Et enfin, troisième inconvénient, ça va être le matériel, puisqu'il va falloir que tu achètes du matériel. Mais après, pas besoin d'avoir le meilleur du matériel. Tu peux commencer avec un téléphone et après, plus tu te professionnaliseras, plus tu pourras acheter du matériel. Et plus tu connaîtras le matériel, bien entendu. Parce que aussi, pratique, je ne l'ai pas précisé, mais la pratique permet de connaître le matériel, de mieux connaître le matériel et de savoir exactement que, ah tiens, ce projecteur, en fait, il est bien, mais il ne servira pas dans telle ou telle situation. Mais attention, ta première vidéo, j'ai envie de te dire, voilà, je te préviens tout de suite, elle sera nulle. Hein. J'ai pas envie de mettre de pincettes, elle sera nulle. Mais bien entendu, tu progresseras au fil des réalisations, donc n'aie pas peur de faire ta première réalisation, puisque pars du principe qu'elle sera nulle. Tu ne pourras pas faire moins bien que ta première vidéo. Tu progresseras de semaine en semaine, d'année en année, et tu pourras après avoir un bon niveau, mais il faut faire le premier pas, il faut faire ta première vidéo qui sera de toute façon nulle. Personne ne voudra la regarder et quand tu la regarderas, je sais pas, 10 ans après, eh ben tu verras tous les petits défauts que tu n'avais pas vus lors du tournage et c'est ça qui te dira que tu as progressé énormément. Ensuite, pour trouver l'inspiration. Donc déjà, tu peux aller sur Poule de Cristal. C'est un site, si tu connais pas, qui permet de mettre des mots en gros. Et donc tu remplis... tu dis si tu veux soit un mot, soit une idée, soit une phrase, je crois, un truc comme ça. Et donc, ils vont te générer aléatoirement
des mots et des phrases, enfin voilà, en fonction de ce que tu as dit. Et ça permet d'avoir tout simplement de l'inspiration sur quoi filmer. Donc, par exemple, typiquement, si jamais il te sort, en général, ces phrases, c'est un ogre un ogre titubant qui mange une fourmi. Bon, bah voilà. Bah, tu peux faire une fiction sur ça. Voilà. Ce sera pas, c'est pas un scénario de ouf, mais au moins ça t'exercera. Ensuite, pour trouver l'inspiration, c'est aussi, ce qui est bien, c'est de faire des concours. Donc par exemple, tu as le Nikon Film Festival, qui est d'ailleurs passé. Voilà, c'est fini. Tu as également une minute de cours, c'est un concours Instagram. Je sais qu'il y a des concours aussi sur TikTok, je crois. Enfin voilà, il y a plein de concours. Il y a le 48 heures film project, donc ça aussi c'est super cool. Voilà, donc les concours c'est bien puisque au moins ça te donne un cadre et tu sais que au moins tu obtiendras un petit feedback sur ta réalisation et tu peux même peut-être gagner des prix. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, tu peux t'inscrire sur des réseaux sociaux ou des groupes Facebook ou Discord pour tout simplement partager tes créations et aussi recevoir du feedback. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, tu pourras demander de l'inspiration, tu verras les projets des autres, tu voudras faire pareil et ça permet aussi d'avoir de l'inspiration. Aussi, autre chose pour avoir de l'inspiration, tu peux tout simplement reproduire une scène d'un film que tu aimes bien. Voilà, ça permet aussi de s'entraîner sans avoir voilà, un scénario à trouver ou quoi. Au moins, tu t'entraînes sur la lumière, sur l'image et tout, ou sur la prise de son, enfin voilà. Tu t'entraînes sur plusieurs aspects de la réalisation. Voilà. Ensuite, on va voir maintenant les projets bénévoles qui sont vraiment très cool si jamais tu veux progresser. Puisque eh bien, le matériel en général il est souvent fourni. Hein. En général, on va pas te demander d'amener ton propre matériel. Ça dépend. Des fois, par exemple, si tu veux être chef opérateur et tout, en général, on va te demander, ouais, si t'as pas de la lumière ou une caméra, en général, ça se fait. Mais parfois, c'est fourni. Si tu veux être juste script ou premier assistant réalisateur, ou alors si tu veux tout simplement être électro, voilà, tu n'auras pas forcément besoin de matériel. Enfin voilà, ce ne sera pas très coûteux en tout cas le matériel dont tu auras besoin. Et en plus, autre avantage, c'est que parfois, il y a des tournages qui sont très pros. Et donc, voilà. Après, il faut bien tomber. Mais parfois, tu peux avoir des tournages très très cool. Et un scénario parfois très très intéressant. Et avec une équipe très pro. Donc ça, c'est cool. Ça permet vraiment de faire comme au cinéma. Mais bon, même si c'est pas au cinéma, quoi. Et enfin, dernier point, ça permet de se créer un réseau. Puisque forcément, tu connaîtras pas en général ceux avec qui tu filmes. Et au moins, tu pourras discuter et tu pourras demander les contacts de ceux avec qui tu filmes. Si tu as un bon relationnel avec eux, il n'y aura pas de problème. Donc, où est-ce que tu peux trouver des tournages bénévoles? Donc, mais c'est fou ça! Pourquoi elle s'éteint? Bah, je pense qu'on va faire sans contre. Hein. Là, tant pis. Donc, où est-ce qu'on peut les trouver? Déjà, je t'en ai parlé, sur cinéaste.org, c'est tout simplement un site sur lequel tu t'inscris, tu mets ton adresse mail, et chaque semaine, je crois que c'est 3 fois par semaine, il t'envoie un mail avec les différentes annonces auxquelles tu peux postuler directement en répondant par un mail, quoi. Voilà, ensuite tu as des groupes Facebook ou des groupes Discord où parfois les gens proposent des tournages bénévoles. Après, je pense que c'est quand même, il y a moins de propositions, hein, faut bien tomber et tout. Et sinon aussi les stories Insta. Si tu suis des gens sur Insta et tout qui bossent dans le milieu du cinéma ou de l'audiovisuel, eh bien les stories Insta, en général, tu vas avoir passer quelques-unes dans le mois et ça peut être cool. Et du coup, après, tu peux répondre directement en contactant la personne. Et en général, les gens font passer le mot ouais, j'ai besoin de telle ou telle personne, voilà. Et donc, ils font passer le mot. Après, voilà, faut bien tomber, puisque si tu veux, par exemple, être électro et que on te propose un poste en tant que comédien, voilà, faut bien tomber, mais ça se fait.
Ensuite, on va voir la quatrième et dernière partie. On a bientôt fini la vidéo. Accroche-toi encore jusqu'au bout, puisque eh bien, c'est la partie la plus importante hein, et intéressante aussi, je pense. Puisque c'est vraiment se faire connaître, c'est super important si tu veux travailler, puisque c'est en général tes contacts qui vont t'apporter du travail, qui vont t'apporter des projets, et donc c'est par eux la plupart du temps que tu vas trouver de belles choses. Donc, de manière, encore une fois, eh bien de se faire connaître, en fait. Donc, déjà, ça va être les projets bénévoles, hein, je t'en ai déjà parlé, et ensuite, ça va être les stages. Donc, projet bénévole, on va pas tout redire, mais en tout cas, des petits conseils, c'est n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à demander les contacts de ceux avec qui vous bossez. Et demander aussi les Instagram, ça c'est super important, notamment pour après voir passer les stories Insta et tout. Ça c'est ce qui se fait énormément et c'est très cool. Après les numéros de téléphone aussi pourquoi pas, mais si tu as son Instagram, tu peux le recontacter, c'est déjà très bien. Ensuite, donc, bon, cette partie, on va pas trop épiloguer dessus. Hein. Maintenant, on va voir les stages, puisque ça, c'est très important et ça peut être aussi très bénéfique. Donc, qu'est-ce que c'est que les stages? En fait, ça va être quand tu as une école ou un BTS ou quoi, eh bien, en général, tu vas pouvoir être conventionné, tu vas pouvoir avoir une convention et pouvoir faire des stages. Donc, parfois c'est obligatoire, parfois pas du tout. Mais moi, je te conseille vraiment de faire des stages. Stages où, en général, on va conseiller vraiment chez des loueurs de matériel. Pourquoi? Puisque les loueurs de matériel, ça permet déjà d'apprendre le matériel utilisé sur des tournages, et puis ça permet aussi de sympathiser avec toutes les équipes techniques qui viennent récupérer le matériel de tournage et qui viennent faire des essais caméra et tout. Ça permet de sympathiser en fait avec eux, avec toutes les équipes de tournage. Voilà. Je te conseille de faire 2 voire 3 mois maximum, puisque après, si tu restes plus longtemps, ça va pas trop t'apporter plus. Et puis surtout, tu risques de vraiment t'enterrer dans cette voie et rester chez ce loueur. Et donc voilà, je te conseille pas trop de rester. Enfin voilà, après ça dépend. Si tu veux rester chez un loueur toute ta vie, pourquoi pas, mais je te conseille pas trop. En tout cas, si tu veux pas, si tu veux vraiment faire du cinéma, reste 2 voire 3 mois, c'est la durée. C'est la durée vraiment idéale. Et donc pour moi, c'est vraiment les stages la meilleure manière d'entrer dans le milieu du cinéma, de se faire un réseau et de commencer à travailler en fait dans le cinéma. Pourquoi? Parce que après, tu vas rappeler ceux avec qui tu as sympathisé, les équipes techniques et tout, et tu vas leur demander même pourquoi pas de faire un stage sur un des tournages avec eux, et après, si ça se passe bien, eh ben, tu vas être embauché sur 2-3 projets en plus, et puis petit à petit, de fil en aiguille, si tu fais bien ton taf, et que les gens voient que tu fais bien ton taf, eh bien tu seras embauché un peu partout, voilà. Mais attention, donc, comme je vous l'ai dit, à ne pas y rester trop longtemps, hein. Donc, voilà. Donc voilà, bravo d'avoir suivi cette formation, on arrive à la fin, merci de l'avoir suivi et surtout bravo à vous de vous être investi pour suivre cette formation. Là je pense qu'on a vraiment dépassé tout ce que je voulais faire, puisque je voulais que ça dure une demi-heure, 45 minutes grand maximum, mais là je crois qu'on est quasiment à 1 heure de formation, donc merci de l'avoir suivi, bravo à vous. Donc maintenant, tu as vraiment toutes les clés pour réussir. Donc maintenant, ça va vraiment être à toi de te motiver pour y arriver et vraiment appliquer tous ces conseils que je t'ai donnés dans cette formation, puisque si jamais tu ne les appliques pas, malheureusement, tu ne pourras pas réussir dans le cinéma, hein. Je suis désolé, mais il faut t'investir et il faut appliquer tout ce que je t'ai dit, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, on revient au sommaire pour cocher déjà, puisque normalement définir son projet, tu l'as déjà fait, ça on l'a fait ensemble, donc normalement maintenant tu sais
où est-ce que tu veux aller, dans quel département tu veux faire, tu as déjà une petite idée de qu'est-ce que tu veux faire. Et maintenant, il va falloir te former. Donc, je t'ai conseillé dans cette formation 2-3 formations payantes, formations en ligne et tout. Tu peux aussi te former donc par des écoles, etc. Mais moi, je te propose un kit des apprentis vidéastes. Donc, si tu veux encore aller plus loin sur l'apprentissage de l'audiovisuel, du cinéma, eh bien, je te donne toutes les clés, toutes les bases. Je ne veux pas te submerger d'informations. J'ai pensé la formation assez light pour pouvoir que tu appliques en fait. Mon but, c'est vraiment que tu appliques au maximum tous les conseils que je vais te donner. Donc, j'ai à chaque fois, après chaque vidéo de formation, eu un passage à l'action pour que tu puisses aller directement appliquer, puisque pour moi, la pratique, comme je te l'ai dit, c'est super important et c'est ce qui va te permettre de progresser dans l'audiovisuel. Donc, comment est-ce qu'elle se déroule cette formation? Déjà, on va voir la fréquence d'image, ensuite le triangle d'exposition, les focales, les mouvements et valeurs de plan, les règles de cadrage, les balances des blancs, enfin la balance des blancs plutôt, il n'y en a qu'une, les outils de la caméra et aussi les filtres, les différents filtres UV, filtres neutres, etc. Donc, on verra tout ça dans cette formation. C'est vraiment les bases, hein. C'est si tu veux commencer l'audiovisuel et que tu veux pas t'embêter avec plein de théories et tout, vraiment suis cette formation et comme ça tu auras juste ce qu'il te faut pour commencer à pratiquer et puis comme ça tu auras aussi de la motivation puisque à travers cette formation je te donne un petit peu de motivation, enfin même beaucoup de motivation. Voilà, j'essaye de te booster pour que tu passes à la pratique et pour que, tout simplement, tu progresses grâce à la pratique. Donc, c'est, comme je te l'ai dit, orienté très pratique avec des passages à l'action après chaque vidéo de formation, après chaque module. Et donc, comme ça, tu pourras vraiment progresser encore plus vite qu'avec une formation classique. En plus, je t'offre un petit bonus sur le matériel, puisque c'est parfois un peu compliqué de choisir le matériel. On ne sait pas trop au début comment choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir et tout. Par exemple, moi, ma caméra ici qui me filme, ce n'est pas la meilleure des caméras. Et pour le même budget, j'aurais pu trouver une caméra 10 fois mieux, clairement. Mais je ne savais pas que tel ou tel aspect me correspondait pas. Donc voilà, malheureusement, j'ai acheté une caméra qui me correspond pas trop. Donc justement, j'ai voulu faire ce bonus sur le matériel pour que ça ne t'arrive pas, tout simplement. Donc voilà, donc dans ce bonus, il y a 2 vidéos. Donc une vidéo sur le matériel que j'utilise dans telle ou telle situation. Et enfin une autre vidéo sur qu'est-ce qu'il faut acheter pour commencer en fait la vidéo. Qu'est-ce que je te conseille d'acheter pour démarrer. Et enfin, il y a un e-book avec des recommandations produits où tu auras juste à cliquer et c'est un lien Amazon, tout ce qu'il y a de plus normal, comme ça tu peux directement commander ce que je conseille et les produits que j'ai testés et approuvés. Donc voilà pour le bonus sur le matériel. Maintenant, tu vas me demander combien est-ce que ça coûte. Eh bien, je vais te répondre que la valeur de cette formation est à 189 €. Normalement, je devrais la vendre à 189 €. Sauf que, eh bien, je n'ai pas envie que tu dépenses tout ton argent pour une formation, puisque je sais que l'audiovisuel c'est très cher. Si tu veux acheter caméra, lumière, etc., ça va vite augmenter le panier. Donc je n'ai pas en plus envie que tu dépenses énormément sur une formation, hein. Même si c'est super important de dépenser pour une formation, bien entendu, hein, je ne dis pas le contraire, mais je préfère que tu gardes pour ton matériel en fait, puisque le matériel ça joue quand même pas mal. Donc voilà, donc elle devrait être à 189 €, sauf que je te la fais seulement à 27 € pour, voilà, si tu la prends par contre maintenant, puisque voilà, ça ne sert à rien de procrastiner, il faut la prendre maintenant ou alors sinon tu la prends pas, puisque voilà, si tu n'es pas prêt à investir 27 € dès maintenant, voilà, l'audiovisuel n'est pas fait pour toi, hein, parce que, enfin, je suis désolé, mais voilà, il faut à un moment s'investir, investir du temps, de l'argent pour se former si tu veux réussir dans ce milieu. Sinon, désolé pour toi, mais ce n'est pas fait pour toi. Donc voilà,
27 €. Tu as, si tu cliques sur le lien en description, eh bien, tu as 15 minutes pour eh bien, tout simplement choisir de prendre ou pas cette formation. Je suis sûr que tu feras le bon choix. Donc, tu n'as plus qu'à cliquer dans la description et tu auras 15 minutes pour bénéficier de ce tarif de 27 €. Voilà, c'en est tout donc pour cette formation. Bravo à vous encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci de suivre cette chaîne si vous êtes abonné et si vous ne l'êtes pas, j'en profite. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et puis n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve en description.